Salut à tous et bienvenue dans l'atelier du savoir. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est littéralement partout sur le web en ce moment. La grande question du jour, que se passe-t-il vraiment dans notre corps et notre tête quand on se masturbe pendant des heures? Et attention, accrochez-vous. Le mot-clé au centre de tout ça, c'est le gooning. Les recherches pour ce terme ont augmenté de 800% l'année dernière. Oui, vous avez bien entendu, 800%. C'est juste énorme. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors, on y va. Le gooning, en gros, c'est une pratique de masturbation qui peut durer des heures, voire des jours. L'objectif, ce n'est pas tant l'orgasme, mais plutôt d'atteindre une sorte de transe, un état mental très particulier. Et pour maintenir cette excitation sur la durée, le carburant principal, c'est une consommation massive de pornographie. Mais attention, point super important, il ne faut surtout pas confondre le gooning avec l'edging. L'edging, c'est un terme clinique, une technique issue de la sexothérapie qui vise à mieux contrôler l'orgasme. Le gooning, c'est vraiment autre chose. Tout est centré sur le maintien d'un état d'excitation constant et c'est quasi systématiquement alimenté par des quantités astronomiques de porno. Ok, mais pourquoi se lancer là-dedans? Quel est l'intérêt? Eh bien, le but ultime, la quête, c'est d'atteindre ce que les pratiquants appellent le goon state, ce fameux état de transe. Et c'est là que ça devient assez particulier. Ceux qui le pratiquent décrivent l'expérience comme une sorte de mort méditative de l'ego. En fait, pour eux, c'est une forme d'évasion, un moyen de mettre le monde réel et ses angoisses sur pause, ce qui peut, on l'imagine, procurer un sentiment de libération assez intense. Pour bien piger le mécanisme, petit retour sur les bancs de l'école. Vous vous souvenez des 4 phases de l'excitation sexuelle? Excitation, plateau, orgasme et résolution. Eh bien, le gooning, c'est l'art de hacker ce système pour rester bloqué sur la phase 2, le plateau, pendant un temps qui semble quasi infini. Et dans le cerveau, ça donne quoi? Les IRMF nous montrent que le cortex orbitofrontal, qui est un peu notre centre de prise de décision, est suractivé en permanence. Le résultat, on ressent moins de peur, moins d'anxiété, mais en contrepartie, notre pensée logique et notre jugement social sont comme mis en veille. Bon, tout ça c'est sur le moment, mais sur le long terme, parce qu'on s'en doute un peu, ces marathons ne sont pas sans conséquences pour notre cerveau. Le point absolument crucial à comprendre, c'est que cette pratique vient littéralement pirater le système de récompense de notre cerveau. Et elle le fait d'une manière totalement inédite. Notre cerveau n'est tout simplement pas programmé pour gérer une stimulation aussi intense et aussi prolongée. La science a identifié 3 changements majeurs. D'abord, le système de récompense est complètement déréglé. En clair, les plaisirs simples du quotidien, comme un bon repas, finissent par paraître fades. Ensuite, on observe une altération de la matière grise dans une zone bien spécifique. Et enfin, troisièmement, la communication se fait moins bien entre notre tour de contrôle, le cortex préfrontal, et notre centre des émotions, l'amygdale. Et tout ça, ça nous coince dans un véritable cercle vicieux. Pour faire simple, plus on pratique, plus le cerveau en demande juste pour ressentir la même chose. C'est le principe même de la dépendance. Et les conséquences de cette connectivité cérébrale qui se dégrade sont assez sérieuses. Les fonctions exécutives sont affaiblies, on devient plus impulsif, la pensée se rigidifie, on a du mal à réguler ses émotions, et on finit par être préoccupé en permanence par les pulsions sexuelles. En fait, ces symptômes rappellent beaucoup ce qu'on voit dans d'autres addictions, comme celle au jeu d'argent. Et ce cercle vicieux dont on parle, il se manifeste très concrètement par une escalade constante dans les comportements. Cette escalade, elle se joue sur 2 tableaux. D'un côté, elle est quantitative. Les sessions deviennent de plus en plus longues et de plus en plus fréquentes. Et de l'autre, elle est qualitative. Il faut trouver du contenu toujours plus extrême, toujours plus intense. C'est là que des techniques comme le tap jumping entrent en jeu, où l'on zappe frénétiquement entre plein de vidéos pour bombarder le cerveau de stimuli. Et ça va même parfois plus loin, avec une dimension sociale. On parle de feeding. C'est une pratique où, sur des plateformes comme Discord, les utilisateurs s'envoient du contenu en direct pour s'aider mutuellement à rester dans cet état d'excitation prolongée. Mais une fois que l'écran s'éteint, quelles sont les conséquences? Il est temps de passer des pixels à la vie réelle. Et là, le contraste est absolument brutal. Une étude a montré que si le plaisir peut être intense sur le moment, le retour à la réalité est très dur. Juste après, une vague d'émotions négatives déferle. De la honte, un sentiment de solitude, du dégoût, de la culpabilité et même du désespoir. D'ailleurs, la recherche sur ce qu'on appelle l'utilisation problématique de la pornographie a révélé un truc assez dingue. L'un des meilleurs indicateurs pour savoir s'il y a un problème, c'est de poser la question « Quelle a été votre plus longue session de masturbation ?» La réponse est, paraît-il, très révélatrice. Et ce phénomène a vraiment explosé ces dernières années, surtout pendant la pandémie.
Pour vous donner une idée, juste après la déclaration de pandémie en mars 2020, le trafic sur Pornhub a grimpé de 24% en à peine 2 semaines. C'est clairement devenu une échappatoire pour beaucoup de monde. Alors, pourquoi ça prend une telle ampleur? On résume souvent ça par l'influence des 3 A. Premièrement, l'accessibilité. C'est dispo 24/7 sur nos téléphones. Deuxièmement, l'abordabilité ou affordability en anglais. La plupart du contenu est gratuit. Et enfin, l'anonymat. Personne n'est censé savoir. Ce cocktail des 3 A, c'est la tempête parfaite pour pirater notre cerveau. Et bien sûr, tout ça a un impact sur les relations dans la vraie vie. Les études montrent une satisfaction en baisse avec son ou sa partenaire, moins de temps passé à avoir des rapports sexuels réels, et même, parfois, une diminution de la qualité de l'érection. Donc, pour résumer et être très clair, la masturbation est une pratique normale et saine. Mais quand elle est poussée à ses extrêmes et constamment alimentée par le porno, elle peut mener à une forte habituation et à une désensibilisation sexuelle, avec des conséquences bien réelles sur la vie de tous les jours. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour notre époque. Dans un monde où l'accès à la stimulation est infini et immédiat, comment apprend-on à naviguer notre propre désir? Et voilà pour aujourd'hui. Si cet éclairage vous a plu, lâchez ce bouton j'aime, partagez à fond et abonnez-vous pour plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve demain à la même heure.